Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Thomas. Nous avons le plaisir de retrouver Thomas Delamarre, conservateur de la Fondation Cartier à Paris, qui est pour cette année 2020-2021 enseignant associé à l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin. La conférence de ce jour fait partie d'un cycle de 3 interventions autour du format de l'exposition. Vous pourrez d'ailleurs, si vous le souhaitez, réécouter l'une ou l'autre de ces conférences sur les chaînes YouTube et Vimeo de l'atelier. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, je les relayerai à Thomas qui vous répondra. Ok, merci Olivier pour cette introduction et pour cette invitation à nouveau. Je suis ravi de vous retrouver après ma première intervention sur cette série d'interventions consacrées au format de l'exposition. La fois précédente, en janvier, on avait parlé des pratiques numériques de l'exposition en lien avec l'atelier que nous menons avec les étudiants de troisième année de didactique visuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'exposition d'art qui s'intéresse à des questions sociétales, des questions environnementales, et notamment des questions qui s'intéressent aux enjeux liés à la biodiversité. Je vais partager mon écran. Olivier, tu me confirmes que tu vois bien? Oui, oui, tout va bien. Ok. Euh, voilà, donc on va parler de ce sujet. Je vais vous donner quelques exemples d'expositions qui ont été présentées ces dernières années dans les musées dans cette optique-là. Et puis, je m'arrêterai un petit peu plus longuement sur 2 exemples concrets, puisque ce sont des exemples d'expositions dont j'ai eu la charge à la Fondation Cartier, dont j'avais déjà un petit peu parlé précédemment, voilà, pour isoler un peu des traits caractéristiques de ce type d'exposition qu'on voit de plus en plus dans les musées. Alors c'est vrai qu'on pourrait on pourrait se demander pourquoi aborder ces sujets dans un musée d'art. Ces sujets, alors voilà, on verra un petit peu au fur et à mesure des exemples que je vais vous donner, mais il s'agit d'expositions qui s'intéressent aux questions environnementales, donc à la crise écologique, aux questions d'identité, aux questions de genre, aux luttes sociales, aux mouvements culturels, donc tous des sujets qui sont en dehors, on peut dire, de pures questions esthétiques, sachant que les musées, là vous avez une image du musée Condé à Chantilly, les musées avant tout ont été créés pour accueillir, conserver et présenter des œuvres d'art, et qu'évidemment à l'origine il n'y avait pas d'idée, de toute façon il n'y avait pas d'idée d'exposition temporaire puisque les musées à l'origine montraient uniquement des collections permanentes. Mais donc il n'y avait évidemment pas d'idée d'exposition comme ça qui intégrerait des questionnements issus de la société, mais on voit de plus en plus de musées d'art, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres musées aussi qui abordent ces questions-là, mais dont c'est peut-être plus le positionnement. Mais on voit de plus en plus de musées d'art qui s'intéressent à cet enjeu avec cette idée que les lieux d'art contemporain et d'art en général d'ailleurs, puisqu'on verra des exemples de musées plutôt d'art moderne, voilà, doivent être ouverts aux enjeux qui traversent la société, avec cette idée qu'on peut, avec les artistes, mais aussi avec des penseurs, avec des chercheurs, on verra ça par la suite, imaginer des expos qui rendent compte de ces enjeux. Hein. L'exposition, c'est un médium particulier, c'est un médium en soi qui est différent du livre, qui est différent d'autres formes comme le colloque, par exemple, et chacune peut apporter une approche très différente sur des enjeux communs. Avec une exposition, on peut supposer que voilà, l'émotion suscitée par les œuvres peut susciter des questionnements, susciter des prises de conscience qui seront prolongées au-delà de l'exposition. Et à cette question, pourquoi aborder ces sujets dans un musée d'art, on peut citer Paul Virilio, le philosophe Paul Virilio, qui disait voilà cette phrase: l'exposition est un art révélationnaire, avec un néologisme, propre à susciter l'émotion en même temps que la réflexion. Et donc c'est vraiment cette idée-là que je viens de décrire, que l'exposition peut susciter ces deux choses à la fois ou l'une après l'autre. On verra ça tout dépend un peu des formes que prennent ces expositions. L'idée, c'est vraiment encore une fois, à travers l'émotion suscitée par les œuvres, de créer une empathie avec le sujet, de contribuer à ouvrir un espace de dialogue en fait qui sera prolongé en dehors de l'espace d'expo. Alors pour parler d'exposition qui reflète un peu ce que je suis en train de vous raconter,
quelques exemples, puis je vous lirai à chaque fois comment les lieux mêmes ou les communiqués sur l'exposition présentent l'exposition, c'est intéressant de voir un petit peu quels mots ils emploient. Ici, c'est une exposition présentée l'année passée au ZKM à Karlsruhe, en Allemagne. C'est un lieu d'art consacré, donc un lieu consacré à l'art, mais à travers des pratiques d'artistes qui passent par les nouvelles technologies, les nouveaux médias. Et le directeur de cette institution, Peter Weibel, a une longue histoire de collaboration avec le philosophe français Bruno Latour pour la conception d'expositions. Depuis, je crois que c'est la 4e exposition qu'ils font ensemble, et depuis, je crois, une première exposition, je me souviens bien, une exposition qui a eu lieu en 2002, qui s'appelait Iconoclash, et qui s'intéressait à la profusion, à la prolifération des images. Ici, c'est une exposition qui s'appelle Critical Zones, les zones critiques, et qui se présente ainsi. L'exposition de pensée zone critique, oui, parce qu'il parle, donc le texte est en anglais, il parle de thought exhibition, et je trouve que c'est une expression qui résume bien un peu ces expositions dont on parle là. Il parle d'exposition de pensée. Donc l'exposition de pensée zone critique invite à réfléchir à la situation critique de la planète de différentes manières et à envisager de nouveaux modes d'existence entre les différentes formes de vie. Alors zone critique, c'est vraiment c'est un terme mis au point par Bruno Latour pour désigner très spécifiquement la surface de quelques kilomètres qui se trouve en dessous et au-dessus de la surface de la Terre et qui renferme les formes de vie qui ont façonné la géologie de la Terre avant que l'espèce humaine ne la transforme à son tour. Hein, on a plutôt l'habitude d'observer la Terre comme une surface plane. Hein, on observe uniquement sa surface extérieure. Et Bruno Latour dit non, ce qui est intéressant pour étudier la vie, il n'est pas le seul, hein, évidemment, il est inspiré en ça par des naturalistes, des biologistes, mais il le théorise. Ce qui est intéressant pour étudier la vie, c'est d'étudier ce volume qui est cette tranche de terre qui se trouve à la fois en dessous et au-dessus, puisqu'on sait qu'il y a de la vie sous terre, et évidemment il y en a aussi dans les airs. Et donc c'est toute cette zone-là qu'il appelle la zone critique, qui est la zone de cohabitation de toutes les espèces de vie, hein, humaines et non humaines. Et donc l'exposition qu'ils ont conçue ensemble, Peter Weibel et Bruno Latour, rend compte de cette pensée-là, de cette pensée de la zone critique. Voilà, autre exemple, l'exposition Sublime les tremblements du monde, présentée en 2007 au Centre Pompidou-Metz, et qui se présente ainsi. Frisson, sidération, délicieuse horreur, autant de mots pour qualifier l'expérience du sublime. Cette singulière sensation d'attraction mêlée d'effroi que nous éprouvons face au déchaînement et à la puissance des éléments. Née au cœur du XVIIIe siècle, cette notion esthétique et philosophique offre le fil conducteur d'une relecture de l'histoire passionnelle et passionnée que l'humanité entretient avec la nature. Rassemblant une centaine d'artistes, architectes et cinéastes internationaux, Les Tremblements du Monde propose un dialogue entre des œuvres anciennes et contemporaines, explorant cet attrait ambivalent, persistant, pour la nature trop loin et les catastrophes. À l'heure des bouleversements écologiques et des discours alarmistes, l'exposition évoque également deux mutations radicales de cette notion de sublime, celle d'un spectateur contemporain qui prend conscience de sa responsabilité partielle face au dérèglement du monde, et celle de catastrophes même, devenues invisibles sous les effets de notre activité. Enfin, l'exposition évoque l'apparition, depuis les années 1960, d'une relation renouvelée à la nature, une aspiration au réenchantement, une quête de fusion, renouant avec une iconographie du sublime davantage contemplative. Voilà, c'était un petit peu long, mais je trouve intéressant de voir un peu le positionnement de chaque exposition et de chaque musée. Donc là, c'est vraiment à nouveau une exposition d'œuvres d'art moderne et contemporain. Hein, c'est le positionnement du Centre Pompidou-Metz, qui travaille notamment beaucoup avec la collection du Centre Pompidou. Et là, à travers ces œuvres d'art moderne et contemporain, d'explorer cette notion de sublime et notre positionnement face aussi aux grandes catastrophes naturelles auxquelles on fait face de plus en plus, hein, dont on constate déjà l'accélération et que les scientifiques associent en grande partie au déséquilibre écologique. Hein. Les tremblements du monde, du titre, c'est bien les secousses de la nature auxquelles on assiste depuis plusieurs années, voire décennies. Voilà, autre exemple avec un autre type de sujet, le musée d'Orsay à Paris qui a présenté en 2019 l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Matisse, exposition qui se présente ainsi: en adoptant une approche multidisciplinaire entre histoire de l'art et histoire des idées,
Cette exposition se penche sur des problématiques esthétiques, politiques, sociales et raciales, ainsi que sur l'imaginaire que révèle la représentation des figures noires dans les arts visuels, de l'abolition de l'esclavage en France en 1794 à nos jours. Alors, je précise que il s'agit de la première abolition de l'esclavage en France, 1794, puisque elle a été révoquée, cette abolition en 1802, et rétablie en 1848. Voilà, petit aparté historique. Donc ici, on a voilà, un autre sujet, hein, la question de l'identité, des identités raciales, des minorités. C'est évidemment une exposition en 2019 qui se fait dans le contexte de ces sujets étant de plus en plus présents dans le débat public, qui sont revenus avec encore plus de force, je crois, en 2020, avec la question des violences policières, à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France. Et c'est clairement une exposition qui se fait l'écho aussi de ces questionnements, mais en les explorant aussi à travers l'histoire de l'art. Et c'est aussi une exposition qui se fait l'écho d'un mouvement très général aujourd'hui dans l'histoire de l'art, qui est la question de la réécriture de l'histoire de l'art, hein, une discipline qui a été largement formée et écrite par les Européens à partir de la Renaissance et qui a, de manière tout à fait notoire, mis à l'écart beaucoup de pans de l'histoire de l'art liés à des artistes issus des minorités, voire des pans entiers de la géographie mondiale qui ont été tout simplement escamotés de l'histoire de l'art. Et donc, il y a ce mouvement de réécriture de l'histoire de l'art, et très clairement, cette exposition fait partie de ce mouvement-là. Et puis, dernier exemple, un exemple d'exposition à la Maison Rouge, un lieu qui a malheureusement fermé depuis il y a 1 an et demi, mais qui a présenté en 2017 cette exposition intitulée L'Esprit français, contre-culture 1969-1989, et qui se présente ainsi: de la figuration narrative à la violence graphique de Bazooka, des éditions Champs libres à la création des radios libres, de Harakiri à Bérurier Noir. Cette exposition rend compte d'un esprit français critique, irrévérencieux et contestataire, en proposant une multitude de filiations et d'affinités. À travers une 60aine d'artistes et plus de 700 œuvres et documents, rassemblant à la fois journaux, tracts, affiches, extraits de films, de vidéos et d'émissions de télévision, l'exposition assume une forme de révision esthétique en allant regarder vers d'autres genres de la création que ceux généralement mis en avant dans l'art contemporain. Sexualité, militance, dandysme et violence opèrent comme des fils rouges dans l'exposition, qui s'organise en chapitres notamment consacrés aux contre-éducations, au sabotage de l'identité nationale, mais aussi à l'influence du marquis de Sade sur certaines pratiques radicales. Les modes de production et de diffusion alternatifs dans la presse et les médias, en même temps que la persistance d'une violence contestataire et sa répression tout aussi brutale, construisent aussi un paysage social qui s'assombrit sur fond de crise, d'émergence du chômage de masse, de ségrégation et d'une banlieue trop froide ou trop chaude qui catalyse les malaises. Voilà, donc là on est aussi très clairement dans une exposition qui s'intéresse à des enjeux de société, hein, une exposition sur la société, ou je pourrais dire sur la contre-société, hein, pour faire écho au titre de l'exposition, qui est cette contre-culture, et qui est abordée non seulement là à travers des pratiques artistiques, mais ou en tout cas à travers des pratiques artistiques, mais entendu, comme l'expliquait la présentation, au sens très large. On était vraiment en présence d'artistes, mais aussi d'artistes activistes ou d'activistes tout court, qui utilisaient tous les médiums visuels, sonores à leur disposition pour faire passer leurs idées et pour essayer d'élargir un peu le champ de ce qui était possible dans la société française à ce moment charnière de la fin des Trente Glorieuses, d'un changement aussi d'époque juste après 1968. Exposition particulièrement réussie et réjouissante. Voilà, dans des exemples très différents, on le voit, hein, les musées qui s'intéressent vraiment aux questions de société, donc qui ne sont pas que des questions environnementales, hein, comme vous le voyez avec cet exemple et celui du musée d'Orsay. Et puis, nous, à la Fondation Cartier, on a aussi mis en place ce type d'exposition depuis une vingtaine d'années, depuis les années 90, assez souvent sur des thèmes environnementaux, hein. Les questions de nature et d'environnement sont très présentes dans notre programmation, mais aussi sur d'autres sujets, comme vous voyez en haut à droite ici, l'exposition Mathématiques, un dépaysement soudain, qui s'intéressait aux mathématiques contemporaines et à ceux qui les font, et à ce qu'elles ont à nous dire et à transmettre du monde contemporain.
Voilà, une autre expo en bas au milieu, Paul Virilio, qui arrive, qui était là directement, l'idée de transmettre un peu comme l'exposition Zone Critique avec la pensée de Bruno Latour, là, de transmettre dans le format de l'exposition la pensée du philosophe Paul Virilio. Alors, si on regarde quelques traits caractéristiques de ces expositions, alors notamment celles qu'on a fait nous, qui correspondent vraiment à notre mode de conception, mais qu'on retrouve dans la plupart des expositions. Hein. Il y a l'idée de la commande d'œuvre qui est souvent centrale dans ce type d'exposition. Il y a aussi, on le verra, et c'était le cas dans les expositions dont je vous ai donné déjà des exemples, des œuvres existantes hein, qui sont rassemblées parce qu'elles font écho au sujet, mais il y a très souvent des commandes d'œuvres avec cette idée voilà, de demander à des artistes de réagir au moment où on conçoit l'expo au sujet de l'exposition, non qu'on lui demande, non qu'on guide son discours. Hein, évidemment, le discours de l'artiste doit rester toujours autonome, mais c'est plutôt on lui demande de réagir formellement avec sa pratique au sujet de l'exposition. Ensuite, il y a l'invitation faite à des penseurs de participer au processus de réflexion sur l'exposition. Ça, pour nous, c'est essentiel. L'idée de réunir, alors ça peut être des philosophes, évidemment selon les sujets, des anthropologues, des botanistes, des éthologues, qui vont réfléchir avec nous dès le début, dès la conception de l'exposition, sur son élaboration, disons avec deux idées derrière ça. D'abord, tout simplement, l'idée en fait que le discours qu'on va appliquer à l'exposition ou qu'on va intégrer à l'exposition, il faut que ce discours il reste en permanence juste et qui colle à la réalité de la recherche sur les sujets qu'on explore, parce on aborde des sujets dont on n'est pas spécialiste, même la crise environnementale, on n'en est pas spécialiste, on n'a pas cette expertise-là, donc c'est nécessaire pour nous d'avoir ces penseurs, ces spécialistes qui vont valider en fait tout ce qui est dit dans et autour de l'exposition sur le sujet exploré. Mais de manière plus générale, c'est vraiment nous aider à penser l'exposition et toute la complexité du sujet et nous accompagner sur cette élaboration intellectuelle de l'exposition et aussi nourrir d'autres parties du projet, puisqu'une exposition, c'est jamais seulement le médium physique de l'exposition, c'est aussi très souvent un catalogue, donc un livre, un programme de prise de parole, hein, de soirées de débat, de colloques, quel que soit le format. C'est aussi souvent un objet numérique. Hein. Il nous arrive assez régulièrement de créer des sites internet ou des plateformes numériques ou des projets en ligne spécifiques à certaines expositions et qui nous permettent, en fait, avec les fonctionnalités propres à chaque médium, d'approfondir le sujet de l'exposition. Et là, du coup, la parole de ces spécialistes est tout à fait essentielle pour nous puisqu'elle vient vraiment la nourrir très directement le sujet. Les choix scénographiques sont toujours très importants. On va le voir après dans les exemples que je vais donner. Hein. C'est l'idée que par le médium de l'exposition et donc par sa scénographie, on va pouvoir susciter, j'ai déjà utilisé le mot, je crois, une empathie avec le sujet qu'on explore. Et ça passe beaucoup par la scénographie, par le parcours qu'on organise, le parcours physique, et donc comment on organise la circulation des corps, des spectateurs au cœur de l'exposition. Et puis, dernier point, l'équilibre particulier à organiser entre l'expérience esthétique et la proposition didactique, puisqu'évidemment, comme je le disais un peu par rapport à la commande, il faut bien se prendre garde de ne pas recouvrir en fait l'expérience qu'on fait des œuvres, que les spectateurs vont faire des œuvres avec le thème et avec le discours, et qui va venir finalement presque un petit peu empêcher la rencontre avec l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour la rencontre esthétique, pour l'expérience esthétique, et puis un autre pour l'appareillage didactique. Et il y a un équilibre très particulier et il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que ça dépend complètement des œuvres, ça dépend complètement du parcours de l'exposition et du sujet exploré, mais il faut toujours se poser cette question-là de est-ce qu'on donne à voir quand même les œuvres dans tout ce qu'elles ont à donner, puisque les œuvres, quels que soient les artistes, hein, elles ont toujours des multiplicités d'interprétations, et il faut toujours se garder et faire très attention à ne pas réduire trop fortement c'est tous ces imaginaires qu'une œuvre peut ouvrir, et de ne pas la réduire toujours au seul thème qu'on veut absolument explorer dans l'exposition. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important.
Alors un exemple que je peux vous donner d'exposition à la Fondation Cartier, c'est l'exposition Terre natale, dont j'avais déjà parlé ici, qu'on avait créée en 2008 et pour laquelle on avait demandé à un artiste et un philosophe d'être les commissaires, également avec Hervé Chandès, le directeur général de la Fondation Cartier. Donc on avait 3 commissaires, et dont ces 2 personnalités, Raymond Depardon et Paul Virilio. Et donc l'exposition s'intéressait à la question de la terre natale et de l'attachement à la terre natale des communautés humaines, et mettait en jeu des notions donc un peu contradictoires ou complémentaires de terre natale et de déplacement, de sédentarité et de migration. Et ces 2 personnalités, en fait, ont chacune prise en charge, en fait, dans leur dialogue complémentaire, ces notions-là, avec Raymond Depardon, dont la pratique artistique à travers le cinéma et la photographie s'est toujours beaucoup intéressé, a beaucoup observé les communautés humaines qui justement luttent pour rester attachées à leur terre natale. On connaît son travail de longue haleine sur le monde rural euh, en France et à travers le monde. Et donc lui s'est attaché dans l'exposition à cette question-là, de la sédentarité, de l'attachement coûte que coûte à la terre natale. Et Paul Virilio, lui, à l'inverse, c'est le philosophe qui a commenté, qui a théorisé cette idée de l'accélération du monde contemporain, de la globalisation. Il parlait d'une esthétique de la disparition, hein, puisqu'il parlait de cette accélération technologique qui allait nous mener à un accident final. Alors, il y a quelques événements des dernières années qui semblent lui donner raison, mais on espère qu'on peut encore redresser la barre. Mais voilà, lui parlait beaucoup plus de cette question du mouvement et du déplacement, et donc il a eu envie de s'intéresser dans l'exposition à ça, et notamment à la question de la migration. Et donc, pour commencer, Raymond Depardon, qui a créé un film avec Claudine Nougaret, qui s'appelle Donner la parole, qui était sa contribution essentielle à l'exposition. Et c'est un film pour lequel ils ont décidé de partir voyager à travers le monde à la rencontre de communautés humaines dont les modes de vie et notamment les langues sont en danger de par la transformation du monde contemporain, la globalisation, et notamment le fait que les territoires naturels sur lesquels la plupart de ces communautés vivent sont petit à petit gagnés par l'activité humaine et notamment l'activité industrielle. Et donc ils ont voyagé en Amérique du Sud, en Afrique, en France aussi, puisqu'il y a on entend du breton, on entend de l'occitan, et ils ont donné la parole hein, en ouvrant la caméra et le micro à ces personnes, en leur expliquant aussi le contexte dans lequel ils allaient être entendus dans les espaces d'exposition, et en leur proposant de parler librement, en fait, de donner leur message dans ce contexte-là pour les spectateurs de l'exposition. Donc il a gardé 9 témoignages de la sorte. Hein. Le film dure 33 minutes, donc c'est évidemment, comme je l'ai dit, encore une commande là pour l'exposition, et avec un choix scénographique très fort hein, pour un film dans un espace d'exposition, ce qui est jamais complètement évident à envisager, un film avec des séances. Et ici, il y a un choix scénographique très particulier, parce que là, on est au rez-de-chaussée de la Fondation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace habituellement entièrement vitré, donc qui est transparent à l'extérieur sur le jardin, et là, qui a été entièrement mis au noir pour le transformer en salle de cinéma. Et c'est une salle très grande, hein, qui fait environ 20 mètres sur 25 mètres. Et ici, vous voyez qu'on a un écran très très grand qui faisait environ, si je me souviens bien, 15 mètres d'ouverture, 15 ou 20 mètres d'ouverture sur 7 mètres de hauteur. Et vous voyez le rapport hein, de la proportion entre l'écran et les spectateurs. Il y avait vraiment une sorte de renversement comme ça entre ces personnes qui témoignent et qui sont habituellement, à qui on ne donne pas la parole habituellement, hein, qui sont des habitants souvent un peu invisibles de la planète. Par ce seul fait scénographique, l'idée était vraiment de renverser la tendance et de dire, voilà, aujourd'hui, c'est eux qui sont au centre de l'exposition, au centre de la parole. Donc voilà, on retrouve ces 2 traits caractéristiques, hein, les commandes d'œuvre et les choix scénographiques qu'on retrouve ici. Voilà, je vais vous laisser regarder une bande-annonce du film. Son navida non payako de toujours en caro pitiako ni campo que en caro vida tanto que te payo de wifa por el cuatil ko ya osio de estrada hajuan kili makeno yaro he ya ke hatarin ya biku u thabakan na sinabada kiliano
Donc voilà pour donner la parole. Et la deuxième partie de l'exposition était donc prise en charge, on peut dire, par Paul Virilio, et qui, lui, comme je disais, avait envie de s'intéresser au mouvement de population à travers des données chiffrées, hein, qui sont à même de traduire l'accélération, la globalisation, hein, et cette idée de l'empilement des données à l'ère informatique, et qu'on utilise évidemment beaucoup aujourd'hui, hein, les data pour représenter notamment ces questions-là qu'on utilise pour les migrations. Et l'idée, ça a été de collecter des données auprès de grandes organisations internationales qui s'occupent de ces questions-là, hein, donc des ONG, des organismes internationaux comme le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNESCO, la Banque mondiale, Amnesty International, Survival, qui ont partagé avec nous les données, leurs données qui concernent les migrations. Et ensuite, notre idée, ça a été de proposer à Paul Virilio, qui lui est philosophe, hein, qui est pas artiste, mais de s'associer avec des artistes, en l'occurrence là des architectes, Liz Diller et Ricardo Scofidio, qui ont ce studio d'architecture à New York, Diller Scofidio plus Renfro, et qui ensemble, du coup, ont pensé une installation qui était capable de donner vie à ces données et de révéler les réalités en fait qu'elles cachaient, hein, les réalités qui sont contenues en fait dans ces données chiffrées. Et donc ils ont transformé toutes ces données en une cartographie dynamique qui se déroule au sein d'une architecture qui a été conçue. Donc là encore un choix scénographique, vous allez voir assez particulier. Donc c'est un cylindre en fait dans lequel vous pénétrez avec une projection à 360 degrés, et donc l'œuvre en fait vous entoure et vous êtes entouré par cette cartographie dynamique, avec des choix donc très particuliers, la création de cet espace et aussi la construction d'un synopsis avec une dramaturgie, hein, pratiquement comme un film de fiction, avec une bande son qui rythme les différents tableaux, et le spectateur est littéralement immergé. C'est aussi là on voit un geste d'architecte, hein, c'est vraiment un geste qu'on peut attendre de Diller et Scofidio dans un espace d'exposition qui met en jeu aussi, encore une fois, la place du corps du spectateur face à l'œuvre. Et donc, voilà, quelques images. Voilà, donc on voit vraiment la projection qui tourne tout autour des spectateurs. Voilà, donc là, on retrouve tous les traits caractéristiques dont j'ai parlé, hein. C'est une commande d'œuvre. Je n'en ai pas parlé, mais on a aussi associé d'autres penseurs, et notamment un anthropologue et un géographe qui étaient capables aussi de décrypter en fait certaines des données chiffrées, parce que ce sont évidemment des données quand même complexes à analyser, et eux, ce sont des choses qu'ils savent faire, et qui ont aussi fait le lien entre ces données et les artistes, les choix scénographiques. Et puis alors là, l'équilibre entre l'expérience esthétique et la proposition didactique, elle est particulière, puisque dans l'installation même, dans l'œuvre elle-même, évidemment, puisque voilà, le sujet est entièrement imbriqué dans l'installation, donc il y avait une part évidemment de didactique, puisqu'on essaie d'expliquer toutes ces causes de migration à la surface du globe aujourd'hui, mais il y avait aussi une grande part de didactique à l'extérieur de l'installation, avant ou après, au choix du spectateur. Et vous voyez ici en haut à droite une première vidéo qui est en fait un monologue de Paul Virilio, non pas qui n'est pas un commentaire de l'œuvre, mais qui est plutôt une explication un peu de ses conceptions sur ces questions-là de déplacement et de migration de population. Et puis des textes que vous voyez là, ces blocs de textes qui expliquent en fait les différents scénarios qui vont ensuite se dérouler devant les yeux des spectateurs, et qui sont là expliqués et détaillés. Voilà, et ces scénarios, ils sont au nombre de 6, très rapidement. Population et migration humaine, c'est l'explication de l'exode rural, et du fait qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes. Des flux d'hommes et d'argent s'intéressent aux questions des remises d'épargne, c'est-à-dire des renvois d'argent des immigrants vers leur pays d'origine, et du fait que ces remises d'épargne représentent 3 fois les montants de l'aide internationale. Donc c'est l'essentiel de l'aide au développement aujourd'hui pour les pays en voie de développement. Réfugiés politiques et immigration forcée, le titre parle de lui-même. Les catastrophes naturelles, donc c'est aussi là l'impact sur
sur les questions des réfugiés et des migrants des catastrophes naturelles et aussi la question de l'inégalité de certaines zones du monde face aux catastrophes naturelles. Ici, la question de la montée des eaux en lien avec le réchauffement climatique. Et puis, déforestation et langues en danger. Ici, c'est la dernière carte qui s'intéressait, qui faisait un lien entre la biodiversité et la sociodiversité. Hein, et le fait que la perte de biodiversité entraînait nécessairement aussi une perte de sociodiversité. Et là, on fait le lien avec le film de Raymond Depardon, hein, avec cette idée que quand on perd de la biodiversité, comment on pourrait dire, on agresse aussi finalement les territoires sur lesquels vivent certaines communautés autochtones encore aujourd'hui et qui profitent des ressources naturelles de ce territoire. Et donc, quand on abîme ce territoire, on oblige ces communautés à se déplacer et souvent à venir se mêler aux faubourgs des grandes villes proches. Thomas, je t'interromps pour te relayer une question qui est centrale et à laquelle tu vas sans doute répondre plus tard, mais on peut peut-être déjà en parler. Comment les artistes sont-ils choisis lors de la commande d'œuvres? Alors, ça c'est difficile de répondre très précisément à la question parce qu'il n'y a pas vraiment de recette, évidemment. Ça passe par d'abord le dialogue qu'on instaure avec des artistes. Comme ce sont des expositions assez particulières où je vous ai dit, ça passe beaucoup par la commande d'œuvres, on collabore avec des penseurs. Donc c'est vrai que c'est une configuration de création qui est très particulière pour les artistes. Hein. C'est pas comme lorsqu'ils sont voilà, plutôt de manière totalement autonome dans leurs ateliers. Donc il y a l'idée là de beaucoup de dialogue autour des œuvres. Et donc nous, c'est vrai qu'on privilégie une sélection d'artistes avec qui on a un dialogue déjà existant, avec qui on a déjà travaillé, qui connaissent aussi nos méthodes de travail et évidemment dont on sait qu'ils ont une sensibilité avec les thématiques explorées. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, lorsqu'on a fait l'exposition Mathématiques, un dépaysement soudain, on n'a pas choisi spécialement des artistes dont les œuvres parlaient déjà de ces questions-là. Je dirais, évidemment, on aurait pu faire une exposition d'œuvres dans lesquelles les mathématiques étaient importantes, l'histoire de l'art en regorge. Là, l'idée, ça a plutôt été l'idée de choisir des artistes dont on savait qu'ils seraient ouverts à un dialogue avec les mathématiciens, parce qu'on avait réuni un groupe de mathématiciens et mathématiciennes à qui on demandait un peu d'être commissaire de l'expo avec nous. Et donc, c'était plutôt l'idée d'artistes qui seraient capables de dialoguer avec des mathématiciens et de mettre en forme leur pensée, hein, qui était finalement la matière première de l'exposition. C'était ce que nous apportaient les mathématiciens. Donc, on a invité des artistes comme David Lynch, bon, en même temps, qui de manière évidente, quand on voit son œuvre, s'intéresse à certaines questions essentielles, voire existentielles, liées à l'espace, à notre place sur la Terre, aux différents niveaux de réalité. Mais je veux dire, qui n'a pas un travail ouvertement lié, en tout cas aux mathématiques, mais on savait qu'il serait à même d'écouter et ensuite de transformer cette parole en une mise en scène. Voilà, donc il y a d'une part cet aspect-là quand il s'agit des commandes, et en revanche, après, pour des œuvres existantes, voilà, on aura 2-3 exemples dans cette expo-ci que je vais présenter. Là, il y a tout un travail de recherche qui est fait par nous, par les conservateurs et commissaires d'exposition, de chercher des œuvres qui font écho au thème. Et ensuite, c'est vraiment le travail propre au commissariat d'exposition, parce qu'il y en a toujours beaucoup par rapport à ce qu'on peut inclure dans l'exposition, et c'est de voir ensuite lesquels forment un ensemble cohérent et du coup vont former une exposition qui a une certaine cohérence de parcours. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, mais il n'y a pas de recette exacte pour la sélection des artistes. Voilà, donc pour revenir au Grand Orchestre des Animaux, donc c'est une exposition qui était inspirée par l'œuvre d'un artiste et bioacousticien américain qui s'appelle Bernie Krause. La bioacoustique, c'est la discipline qui s'occupe de l'enregistrement des sons du vivant. Et Bernie Krause a été un des pionniers de cette pratique à partir du début des années 70. Il a parcouru le monde entier pour enregistrer les sons des territoires encore sauvages de la planète, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été gagnés par l'activité humaine. Et donc, on a décidé disons, de baser toute l'exposition sur la démarche de cet artiste, qui nous semblait vraiment très propice pour aborder ce monde animal. Ça faisait longtemps à la Fondation Cartier qu'on voulait aborder cette question-là du monde animal, mais on cherchait en fait une porte d'entrée qui nous permettait de concevoir une exposition qui soit suffisamment originale et inédite
voilà, qui soit pas peut-être juste montrer des œuvres montrant des animaux, ce qui a déjà été fait, mais voilà, qui propose une porte d'entrée différente. Et du coup, cette approche sonore à travers Bernie Krause nous a semblé tout à fait idéale. Alors, vous verrez qu'à la fin, l'exposition n'est pas uniquement sonore, il y a aussi des œuvres visuelles, mais tout a été pensé, les commandes d'œuvres et aussi les choix des œuvres, à partir de cette pratique de Bernie Krause et de cette idée du grand orchestre animal, hein, qui est l'idée qu'au sein des territoires sauvages, au sein d'un habitat donné, les animaux vont organiser leur vocalisation les uns par rapport aux autres, enfin les espèces les unes par rapport aux autres, pour cohabiter en fait au sein d'un même territoire à travers le son et former ainsi pour Bernie Krause, il y a une sorte d'auto-organisation des vocalisations des animaux dans les territoires sauvages et qui en vient à former en fait un grand orchestre animal. Et ça nous a semblé une très très belle idée, cette idée de cohabitation par le son et de partage des territoires. Et donc elle a vraiment guidé à la fois les commandes qu'on a passées aux autres artistes et aussi les choix d'œuvres pour les œuvres qui étaient existantes. Voilà, et Bernie Krause, donc c'est voilà, l'envie de le suivre, c'est aussi parce que c'est vraiment l'engagement de toute une vie pour la biodiversité, et aussi le pressentiment du désastre à venir, hein, qui est cette 6e grande extinction des espèces, et qui est la raison pour laquelle, enfin, dont il a eu très tôt ce pressentiment dès le début des années 70, et pour laquelle il s'est lancé, hein, presque, on peut dire, à corps perdu dans ce tour du monde, ce plusieurs fois tour du monde, pour aller enregistrer les territoires sauvages avant qu'ils ne disparaissent. Et aujourd'hui, du coup, le travail de Bernie Krause, ça représente 5000 heures d'enregistrement, 15 000 espèces animales enregistrées, et malheureusement 50% des habitats qu'il a enregistrés au cours de sa vie qui ont aujourd'hui disparu, c'est-à-dire qui ont été abîmés ou partiellement ou en totalité par l'activité humaine. Alors, je reprends le fil des traits un peu caractéristiques de cette exposition. Là encore, on a fait appel à un ensemble de chercheurs et de penseurs, de philosophes, un anthropologue, une biologiste, une spécialiste de la sécurité environnementale, un géographe, qui nous ont aidés aussi, là, à nouveau, à penser l'exposition, à vérifier aussi le discours de l'exposition, et puis qui ont surtout beaucoup nourri le catalogue, les soirées de prise de parole, et puis là, un objet virtuel qu'on a créé spécialement pour l'exposition et qui était nourri aussi beaucoup de leur réflexion. Alors, à partir de là, il a fallu penser, pour ce qui concerne la contribution de Bernie Krause, comment rendre compte de sa pratique, hein, qui est une pratique totalement, du coup, immatérielle, puisqu'il s'agit de son, comment en rendre compte dans un espace d'exposition qui est en général visuel, ou en tout cas dont les spectateurs s'attendent à ce qu'il soit principalement visuel. Alors, le matériel qu'on avait à disposition, c'était donc les enregistrements. Je vous ai dit qu'il y avait 5000 heures d'enregistrement. On avait ces fiches, là, que vous voyez, qui sont en fait des feuilles du logiciel FileMaker Pro, dans lesquelles Bernie Krause recense chacun des enregistrements avec ce qu'il appelle les métadatas, donc qui sont les données qui donnent le contexte de l'enregistrement, qui sont très importantes quand il s'agit de pratiques sonores, puisque le contexte de l'enregistrement influe beaucoup sur l'enregistrement lui-même. Donc, on a la localisation, les coordonnées GPS, on a le type d'écosystème, d'habitat, le climat général de l'habitat, la météo particulière qui prévalait ce jour-là, la liste des animaux qu'on entend vocaliser dans l'enregistrement, et aussi, notamment, très important, le type de matériel qui a été utilisé, puisque voilà, le type de matériel, voilà, d'un micro à l'autre ou d'un enregistreur à l'autre, on n'aura pas une même impression d'un paysage sonore, donc très important de savoir pour lui à chaque fois avec quoi il a travaillé. Donc on avait ces fiches, on avait ces images qui sont des spectrogrammes, qui sont les représentations graphiques du son que Bernie Krause utilise pour rendre compte de sa pratique et sur lesquels il est capable d'isoler en les pointant, comme vous voyez là, quels animaux vocalisent où sur la bande sonore, puisque vous avez ici en abscisse le temps, et en ordonnée, c'est la fréquence sonore, hein, des plus basses en bas de l'écran aux plus hautes, avec en général les mammifères en bas et les insectes tout en haut. Et donc on avait ce matériel-là, mais on sentait qu'il fallait il fallait aller plus loin, évidemment, que ça suffirait pas pour créer une œuvre qui serait à même de partager sa pratique avec les spectateurs. Et donc, on lui a proposé de travailler avec un artiste. À nouveau, on a passé commande, cette fois, du coup, à un duo qu'on a constitué entre lui et Matthew Clark, le fondateur d'un studio de création à Londres qui s'appelle United Visual Artists et qui, lui, travaille essentiellement avec la lumière, qui est l'architecture des espaces
au moyen de la lumière, comme vous le voyez là ou là. Et donc, on leur a demandé de créer ensemble une œuvre. Et on est arrivé à ce résultat, donc qui est à nouveau une installation, comme vous voyez, immersive, avec voilà, un choix scénographique encore très assez fort, avec cette image qui à nouveau court le long des 4 murs de la salle d'exposition, avec un bassin d'eau dans lequel l'image vient se réfléchir, et puis surtout une installation sonore, ce qui est évidemment pas très visible là, mais une installation sonore 7.1 qui vient vraiment immerger la salle et les spectateurs dans les paysages sonores que Bernie Krause a choisi de diffuser. Il y a 7 paysages sonores qui se diffusent au long d'1h30. Et donc, ce sont des choix, des choix scénographiques faits par les 2 artistes. Et toute l'installation est vraiment consacrée au son. Il y avait l'envie d'abord de Bernie de ne pas mélanger l'image avec le son, et parce que finalement, ce qu'on voit ici devant nous, ces images, ce sont que les transcriptions esthétiques que Matthew Clark a fait des spectrogrammes de Bernie Krause. Et parce qu'il y avait l'envie parce que c'est vrai qu'on aurait pu montrer des images des habitats au moment où on les entendait, ou les images des animaux au moment où ils vocalisaient, mais Bernie Krause n'avait pas envie, avec cette idée très juste, qu'on sait que si vous avez un son et une image, et a fortiori une image en mouvement dans un même espace, notamment un espace d'exposition, tout le monde va se concentrer sur l'image en mouvement. C'est naturel, on utilise nos yeux avant nos oreilles, et donc l'idée là, c'était vraiment de concentrer toute l'attention sur le son. Voilà, quelques images de l'installation. Et là encore, c'est posé à nous, évidemment, la question de l'équilibre très particulier entre l'expérience esthétique et la proposition didactique. Et là, on voulait vraiment séparer les 2 moments, plus que dans l'installation Exit dont je vous ai parlé juste avant, parce qu'il y avait cette envie, et qui est aussi vraiment un des credos, je pourrais dire, de Bernie Krause, que voilà, pour intéresser les gens, pour créer chez eux une empathie avec ce sujet, et leur donner envie d'explorer plus loin ces questions, il faut d'abord les émerveiller, et que donc sa pratique, elle est aussi celle-là, elle est aussi d'émerveiller les auditeurs avec ces paysages sonores. Et c'est vrai que voilà, on est un peu littéralement pris de sidération quand on se retrouve dans l'installation, puisqu'on est vraiment immergé au sein de paysages sonores qui nous donnent l'impression d'être au cœur de la forêt d'Amazonie, ou au cœur d'une forêt primaire en République démocratique du Congo, ou au cœur d'un parc national en Alaska. Vraiment, le son a cette capacité, en fait, qu'on soupçonne assez peu finalement, de nous transporter, de nous faire voyager très, très puissamment. Et donc, il voulait vraiment ce moment d'émerveillement avant qu'on attire l'attention plus spécifiquement sur la motivation sous-jacente, en fait, de toute sa pratique, qui est, voilà, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le désastre à venir, la 6e grande extinction, la crise écologique. Et donc, on a vraiment essayé de séparer les 2 expériences, avec vraiment l'installation qui était consacrée on peut dire à l'émoi esthétique, voilà, avec quand même quelques informations. Vous voyez, on pouvait illustrer certains des animaux qui vocalisaient, comme il le fait lui, avec aussi au début de chaque paysage sonore, juste quelques informations sur le nom du territoire, et puis un texte de Bernie Krause. En fait, j'avais demandé à Bernie d'écrire des textes, mais pas vraiment des textes d'interprétation ou des textes didactiques. C'est un texte, j'avais envie que ce soit vraiment un moment très intimiste avec le spectateur, et donc c'est un texte où il parle au jeu, et où il raconte un petit peu, avec des anecdotes, un petit peu le contexte de l'enregistrement. Et c'est vraiment l'idée de créer comme ça un lien un peu intimiste entre l'auteur, l'œuvre, et puis le spectateur. Mais il ne s'agit pas vraiment de didactique. La didactique, elle était là, elle était dans une salle à part, à l'entrée, qu'il fallait traverser avant d'aller dans l'installation. Et où là, on revenait vraiment beaucoup plus en détail sur les enjeux de l'installation, avec évidemment des présentations détaillées des artistes et de leur démarche, des présentations aussi, comme vous pouvez le voir, notamment en bas à droite, là vous voyez Océan, kilomètre 41 Amazon, ce sont certains des territoires qu'on entend ensuite dans l'installation. Donc on présente, on montre où ils se trouvent sur le globe, et puis on montre aussi, et c'était bien aussi pour les enfants, voilà, là on donne une forme, une silhouette aux animaux qu'on va entendre ou qu'on a entendus dans l'installation, et aussi avec un focus, comme vous voyez dans la vignette en bas à gauche, plus spécifique sur des questions, des mises en graphique sur les enjeux de la crise écologique et de l'accélération de l'extinction des espèces. Et ça, c'est aussi le fruit de nos discussions avec les
les chercheurs et penseurs qu'on a réunis pour l'exposition. Donc voilà, des moments un petit peu différents dans l'exposition. Et puis le reste de l'exposition, comme je vous ai dit, elle était très inspirée par la démarche de Bernie Krause. Elle était pour une très grande partie, enfin même pour le reste, essentiellement visuelle, mais vraiment, cette idée du grand orchestre animal était au cœur de nos discussions avec les artistes, et notamment avec les deux architectes mexicains, Gabriela Carillo et Mauricio Rocha, qui ont conçu la scénographie de l'exposition du rez-de-chaussée, puisque l'installation de Bernie Krause se trouvait à l'étage inférieur. Et qui ont d'emblée travaillé sur cette idée d'orchestre pour leur scénographie. Vous voyez ici un de leurs premiers dessins préparatoires où on retrouve cette forme circulaire qui est propre à l'orchestre, et avec cette idée en fait que par leur scénographie, on pourrait embrasser d'un seul regard toutes les œuvres de l'exposition, de la même manière que dans un orchestre, on peut embrasser d'un seul regard tous les musiciens qui sont disposés dans cette forme en général semi-circulaire plutôt que circulaire. Ça arrive aussi. Et donc là, il y avait cette idée, vous voyez ici, ici c'est une vue réelle de l'exposition, les œuvres du coup qui sont confrontées les unes aux autres, mais dans la perspective, et qui sont étagées, avec un accrochage d'ailleurs assez inhabituel, avec des œuvres pour les dernières là-bas de Cyprien Tokudagba, un artiste béninois, qui se trouve à 4 mètres de hauteur, c'est assez inhabituel pour nous, mais donc c'est qui permettait en fait d'avoir une confrontation des œuvres d'un seul regard. Et donc l'idée, là vous voyez différentes vues de l'exposition, cette idée du coup qui nous a intéressés, c'est finalement d'insister, d'approfondir le message de l'exposition, qui était le message avant tout de la pratique de Bernie Krause, non pas seulement à travers un appareillage didactique, à travers des textes, mais vraiment je dirais, dans la chair même de l'exposition, c'est-à-dire dans sa scénographie, de vraiment baigner le visiteur dans une architecture qui reflète en fait le propos de l'exposition. Et puis ensuite, il y avait des œuvres, certaines commandées pour l'occasion, certaines existantes. Ici, Tsai Kokian, qui est un artiste chinois qui travaille au moyen de la poudre explosive, qui dessine avec de la poudre explosive, et ensuite c'est la mise à feu de cette poudre qui va venir imprimer le dessin sur la feuille de papier. Et ici, il a créé cette œuvre aussi en lien avec la démarche de Bernie Krause, où on voit, alors bon, là vous voyez peut-être pas extrêmement bien parce que l'image n'est pas excellente, je m'en excuse, mais tout un ensemble d'animaux qui sont installés en rond autour d'un point d'eau. Vous voyez le reflet bleu de certains animaux au fond, et qui sont réunis comme ça, à nouveau dans cette forme circulaire, comme un orchestre un peu silencieux autour d'un point d'eau. C'est une œuvre qui fait à peu près 14 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur, et qui avait été mise en scène à nouveau par les architectes mexicains. Ici, c'est l'œuvre d'une série de photographies de l'artiste japonais Manabu Miyazaki, qui travaille depuis plusieurs décennies avec des pièges photographiques dans la nature. Donc, vous savez, ces appareils photo qui sont posés à un endroit, qu'on laisse et qui se déclenchent automatiquement au passage de la vie, j'ai envie de dire. Dès qu'il y a un mouvement devant l'appareil se déclenche. Et alors, il y a beaucoup de naturalistes qui ont utilisé ces appareils, mais Manabu Miyazaki l'utilise vraiment en artiste, c'est-à-dire ce sont des appareils qui restent en place parfois pendant des années. Et donc, il y a un énorme travail de sélection des images et de constitution de séries photographiques signifiantes pour évoquer ces paysages naturels. Et ici, on voit qu'il choisit une forêt, mais qui est une forêt dont on perçoit tout de suite, même sans avoir besoin de voir la photo avec cet être humain, que c'est une forêt qui est aussi habitée par les humains, qui est aussi un lieu de passage d'humains, avec cette barrière qui reproduit artificiellement des troncs d'arbres, qui doivent être sûrement en béton, mais qui est un lieu de passage malgré tout, un lieu de cohabitation entre des espèces animales, enfin, entre toutes les espèces animales, dont l'espèce humaine. Et donc il y a là encore l'idée d'une cohabitation, et presque on pourrait dire d'un orchestre qui s'étale dans le temps comme ça, sur un paysage naturel. Donc ça, c'est une œuvre qui existait déjà, mais qu'on a proposé à Manabu Miyazaki de présenter dans ce contexte. Et une dernière œuvre, enfin un dernier exemple, une peinture de l'artiste congolais Mika, ici avec cette figure totémique qui sort de terre et qui est constituée un peu à la manière des portraits en fruits et légumes d'Arcimboldo, là qui est constitué d'animaux, d'animaux sauvages, qu'on peut encore regarder quand on est dans le contexte de notre exposition comme un orchestre animal et qui semble nous regarder un peu et nous envoyer un regard alarmiste. Enfin, c'est une des hypothèses
une des interprétations qu'on peut donner à cette œuvre. Voilà donc pour cette exposition et la manière dont on a rassemblé les œuvres en partant vraiment de la pratique d'un seul artiste, enfin c'est un artiste et un scientifique, et comment ça a pu guider à la fois l'accrochage, l'organisation du parcours de l'exposition et aussi le choix des œuvres. Finalement, il y avait assez peu d'appareillage didactique dans l'exposition, il y avait assez peu de textes explicatifs. C'était vraiment la pratique de Bernie Krause qui irriguait en fait tout le reste de l'exposition. Voilà, et pour finir, je voulais simplement signifier le fait que pour les lieux d'art qui se saisissent dans leurs expositions et de leurs discours de ces enjeux, notamment environnementaux, voilà, il est important de se dire que la protection de la biodiversité démarre derrière les cimaises. Ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment aussi, il faut associer à ça une pratique dans nos activités qui est en accord avec ces enjeux-là, une espèce d'éthique de comportement et d'organisation. Alors, par exemple, à la Fondation Cartier, je peux vous donner 2 exemples de pratiques qu'on a mises en place sur ces questions-là. D'abord, on est en train de finaliser là, un bilan carbone. Alors d'une exposition, c'est vrai qu'on a plutôt l'idée de faire le bilan carbone de l'utilisation d'un bâtiment, et nous on a décidé de faire, puisque c'est notre activité, le bilan carbone d'une exposition. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une exposition, et bon surtout là en plus il s'agissait de l'exposition Nous les arbres, qu'est-ce qu'une exposition engendre comme empreinte carbone, vraiment dans tout ce qu'elle comporte, dans tout ce qu'elle met en œuvre pour son organisation. Donc tous les services de la Fondation contribuent à la réflexion en partageant leurs données, donc évidemment le service de la conservation, mais la direction financière, la production, le service des publics, la communication, tout le monde contribue, et à partir de là, on est en cours de finalisation, on va dresser un peu ce bilan, et surtout, on l'espère, se donner quelques règles de conduite pour la suite, pour évidemment, l'idée des bilans carbone, c'est de réduire son empreinte carbone. Et autre exemple, c'est cette collaboration qu'on a depuis plusieurs années maintenant avec une association qui s'appelle la Réserve des Arts et qui a pour raison d'être la réduction de l'empreinte écologique de la culture et de la création en réinventant les processus de création. Et en fait, il y a une association qui met en rapport des lieux d'art ou des lieux de spectacle, des lieux de culture pour le réemploi d'éléments de scénographie. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'une fois qu'on a mis en place nos scénographies, au moment de l'ouverture de l'exposition, on va discuter avec eux pour réfléchir à comment, au moment du démontage, on va pouvoir diviser en fait les éléments de scénographie et leur fournir pour qu'ils puissent, eux, les proposer au réemploi à d'autres lieux qui sont des lieux voilà, plus petits, qui ont moins de moyens financiers et du coup qui sont intéressés de réemployer des matériaux en les réadaptant. En général, ils les repeignent, ils les recoupent, enfin peu importe. Mais voilà, c'est cette idée maintenant de, plutôt que de, à chaque fin d'expo, jeter à la benne les murs temporaires, les socles et tout ce qui sert à l'exposition. Ici, l'idée, c'est de les faire circuler et de les réemployer. Et c'est vraiment voilà, des comportements qui sont essentiels aujourd'hui pour nous, les lieux d'art qui nous targuons de nous intéresser à ces enjeux-là. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je suis ravi de répondre à des questions s'il y en a. Écoute, merci beaucoup Thomas, c'était à nouveau passionnant. Moi, ce que je retiens, c'est cette phrase clé que tu as reprise plusieurs fois, à savoir cet équilibre entre l'expérience esthétique et la proposition didactique. C'est pour nous, au sein de la formation en didactique visuelle, une préoccupation constante, c'est-à-dire que nous sommes véritablement dans cette idée de favoriser l'invention formelle, visuelle, de partager une émotion, de laisser s'exprimer l'identité de chaque étudiante ou étudiant tout en portant un propos. Donc c'est vrai que cet équilibre-là est essentiel et je trouve que les propositions que tu nous montres tiennent un parfait équilibre entre expérience du visiteur et propos didactiques. Ce que l'on apprend en fait en visitant une exposition. Ce qui est assez essentiel de toute façon de toujours, de toute façon pour la conception de l'expo, mais aussi sur ces questions-là, c'est le dialogue avec les artistes aussi, puisque les artistes sont évidemment aussi ceux qui savent en premier aussi comment parler de leurs œuvres. Et il y a vraiment, nous en tout cas, ça passe beaucoup par ça, par un dialogue avec les artistes. On leur impose jamais de discours, évidemment. Il y a toujours un aller-retour avec eux sur comment eux parlent de leurs œuvres. Alors évidemment, nous,
on apporte aussi voilà, notre capacité de réflexion et de pédagogie, mais ça se fait quand même dans un aller-retour avec l'artiste, et à mon avis, c'est l'essentiel pour arriver à trouver le juste milieu, en fait. La question que je me pose, c'est est-ce que tu as repéré des profils d'artistes qui sont plus proches de cette démarche et d'autres qui en sont plus éloignés? Est-ce que vous avez eu un travail à faire pour amener des artistes vers ce type de propositions pour lesquelles il y a une forme de modestie qui est requise, puisqu'il faut se couler dans un contexte? Et je ne sais pas, est-ce que c'est une question? Bah c'est forcément une question. C'est un peu quand je répondais à la question que tu as posée tout à l'heure, il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire que notamment pour ces expositions-là, quand ça passe par la commande, évidemment la question se pose moins quand les œuvres existent déjà et qu'on choisit de les intégrer à l'expo, mais quand ça passe par la commande, c'est pour ça aussi que nous on approche des artistes qu'on connaît déjà, avec qui on a un dialogue et dont on sait qu'ils sont effectivement ouverts à des formats de création inédits, parce que c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des contextes un peu particuliers pour eux qui diffèrent de la manière en général dont dont les artistes contemporains en général ont de créer leurs œuvres. Donc, donc c'est sûr qu'il faut des artistes qui soient, oui, tu parles de modestie, c'est clair qu'il y a cette question-là, c'est-à-dire l'idée de temps en temps de pouvoir se mettre en retrait. Je sais pas, je peux vous donner un exemple moi, qui m'est toujours resté, parce que c'était quand même assez marquant pour moi quand on a créé l'exposition mathématique, un dépaysement soudain. David Lynch, comme je disais, a mis en scène toute la partie de l'exposition qui était au rez-de-chaussée. En dessous, il y avait d'autres artistes, notamment Raymond Depardon, Hiroshi Sugimoto, qui avaient créé des œuvres et des environnements, mais donc tout le rez-de-chaussée était mis en scène par David Lynch, et donc avec des structures qu'il a créées, scénographiques, et à l'intérieur desquelles il y avait des films et des contributions, pas que de lui, mais quand même, il y avait beaucoup d'images créées par lui. Et notamment une grande salle consacrée à une sorte de bibliothèque idéale qui avait été conçue par un des mathématiciens avec qui on travaillait, Misha Gromov, un formidable mathématicien franco-russe. Et David avait créé un film. Donc on rentrait comme dans un temple, et puis il y avait un écran comme ça, et puis il y avait un film qu'il avait créé pour montrer cette bibliothèque qui rassemblait des œuvres depuis Démocrite jusqu'aux mathématiciens contemporains, qui était vraiment la bibliothèque idéale de la connaissance humaine. Et David avait fait ce film, et en fait on s'est retrouvé un jour assis à une table avec David Lynch et Misha Gromov, en fait à qui on montrait le film et qui en fait corrigeait le film en direct pour David, en disant, alors évidemment pas de manière autoritaire, en fait tout ça se passait très bien, mais je veux dire en tout cas c'était assez surprenant, parce que voilà, on pourrait être intimidé de corriger un film de David Lynch devant David Lynch, mais là les mathématiciens, puisque c'était leur sujet, c'était leur terrain, puis on leur avait demandé de venir pour ça, et ben du coup faisaient ce pourquoi on leur avait demandé de venir, et donc corrigeaient, alors évidemment absolument pas les questions esthétiques et formelles, mais voilà, corrigeaient des manières de présenter les livres, des manières d'amener le propos qu'avait eu David dans le film. Et David s'est complètement prêté au jeu et a corrigé. Voilà. Donc c'est sûr qu'il faut, mais c'est passionnant, c'est un dialogue passionnant, mais qui est vrai, qui est complètement inédit, même pour nous d'ailleurs. En tant que commissaire, c'était inédit. On a inventé en même temps le mode de création, quoi. Et dans ces cas-là, on est beaucoup, en tant que commissaire, au milieu des débats. Donc c'est évidemment passionnant aussi, mais c'est une grosse responsabilité, parce qu'on doit aussi organiser la diffusion du dialogue entre les artistes, les scientifiques ou les chercheurs, et puis les scénographes, quoi. Est-ce que tu pourrais évoquer en quelques mots les supports de médiation et les dispositifs que vous mettez en place? Pour des expositions comme celle-ci, au-delà de la visite, il y a toutes sortes de prolongements, des soirées, des ateliers. Ouais. Alors, bon, par exemple, si je peux parler du Grand Orchestre des Animaux, euh, alors comme je disais, en fait, étonnamment, sur place, dans l'exposition, l'appareil didactique était assez discret. Bon, je crois que les artistes à qui on avait commandé des œuvres avaient bien travaillé. Enfin, je veux dire, le sujet était suffisamment présent, finalement, avait suffisamment irrigué, en fait, les œuvres qui avaient été commandées voilà, pour créer, enfin je me répète un peu, mais c'est parce que pour nous c'est l'objectif, c'est cette idée de créer l'empathie, en fait, hein. C'est vraiment l'émoi esthétique qui est propice à créer l'empathie et qui ensuite peut être prolongé. Et donc finalement là on était plus ensuite dans la prolongation, et où là le catalogue de l'exposition par contre était beaucoup plus didactique, beaucoup plus explicatif, et avait pour une première moitié en fait présentait, alors là vraiment en détail,
tous les territoires sonores explorés par Bernie Krause, enfin ceux qui étaient diffusés dans l'exposition, donc avec des textes beaucoup plus longs de Bernie Krause, beaucoup plus de données scientifiques, d'images, qui me permettaient vraiment de comprendre d'où venaient les enregistrements. Et puis une deuxième partie, alors il y aura une troisième partie, mais là qui est plus classique, où on montrait les œuvres de l'exposition, mais la deuxième partie qui était centrale et qui là était la contribution de tous les chercheurs dont je vous ai montré les photos qu'on avait réunis pour l'exposition et qui là, chacun, en fonction de leur sujet, explorait des thématiques. Donc, Vinciane Després, Elisabeth de Fontenay, qui sont philosophes, spécialistes des questions animales, avaient une approche voilà, beaucoup plus philosophique, avec Elisabeth de Fontenay une perspective sur l'histoire de la philosophie et sa prise en compte de la question animale. Bruce Albert, qui est un anthropologue spécialiste de la communauté amérindienne des Yanomami, parlait de la cohabitation de certaines communautés autochtones en partant de son expérience des communautés Yanomami avec le monde non humain. Voilà, donc il y avait plein de vues différentes qui permettaient d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut proposer dans une expo. Mais c'est volontairement, évidemment, qu'on réserve ça à l'espace du livre, parce qu'il y a aussi il y a des choses qui n'ont pas leur place dans une exposition, c'est-à-dire un prolongement réflexif comme ça, il a plus sa place dans l'espace du livre. Et puis en plus, on a organisé toute une série de soirées, de prises de parole, où notamment alors, les artistes et puis tous ces chercheurs à nouveau que je vous ai cités sont venus face au public prendre la parole sur ces questions-là, élaborer les questions qu'ils avaient consignées dans le catalogue de l'exposition. Et dernière chose, on a aussi créé un site spécial, vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne, qui est toujours existant, que j'ai montré d'ailleurs je crois, si je me souviens bien, dans ma présentation sur les expositions numériques, qui s'appelle le grand orchestre des animaux.com, et qui est là, en fait, une manière d'explorer à nouveau la pratique de Bernie Krause, mais un peu en étant plus aux manettes, de manière un peu interactive. D'abord, on est accompagné par la voix de Bernie Krause, qui commente en voix off, en expliquant sa vie, sa pratique, et puis on entend des paysages sonores, et on peut manipuler un peu les sons, isoler certaines vocalisations par espèce, par classe d'animaux. Et donc, il y a l'idée là d'une expérience plus interactive de la pratique de Bernie Krause. Donc, du coup, l'idée pour tous ces prolongements de l'exposition, d'adapter à chaque fois le contenu au médium, quoi. Voilà. Il y a une question. Lorsque l'on fait des projets d'exposition engagés, entre guillemets, cela amène souvent à des débats assez virulents. Je me demandais comment la Fondation envisageait en amont ce genre de questions. Alors, tout dépend des sujets d'exposition. C'est vrai que les sujets environnementaux peuvent être un peu sujet à débat, mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Je veux dire, l'espace de l'exposition, c'est un espace très particulier. On n'est pas habitué d'ailleurs à ce qu'il y ait débat, à ce qu'il y ait des débats haut et fort dans les espaces d'exposition. Donc c'est vrai que c'est une question qui est pensée au moment de l'exposition. Par exemple, je vous donne un exemple. Que je peux dévoiler, enfin, qui est au moment où on a fait l'exposition Jeunes artistes en Europe, les Métamorphoses, dont j'étais le commissaire il y a 2 ans. À un moment, s'est posé la question de est-ce qu'on montre la carte de l'Europe mais la carte de l'Europe, elle est encore aujourd'hui, on n'y pense pas souvent, mais c'est le continent le plus jeune en termes du nombre d'États qui a apparu on va dire, depuis 30 ans, depuis la chute de l'URSS. Il y a un nombre d'États et donc de frontières qui ont été créées ou qui ont été modifiées, qui est le plus haut de tous les continents. Alors évidemment, la carte de l'Europe, elle est encore sujette à débat. Il y a encore énormément de frontières qui ne sont pas résolues. On le sait, dans les Balkans, dans le Caucase. Et il y a aussi des communautés qui réclament leur indépendance à l'ouest. Et donc, il y a des enjeux comme ça. Et donc, c'est typiquement, pour répondre à la question, vraiment une question qu'on s'est posée. Et on a finalement décidé de montrer une carte, alors finalement qui correspondait bien aussi aux propos de l'exposition, qui parlait aussi de la circulation des artistes sur le territoire européen. Une carte, en fait, qui montrait les contours extérieurs de l'Europe, c'est-à-dire les contours géologiques, on va dire, du continent européen, mais sans aucune frontière. Voilà. Et parce que c'est vrai qu'on avait dans l'exposition, par exemple, un artiste russe et un artiste géorgien, et il se trouve que la Russie et la Géorgie sont dans une sorte de guerre larvée pour des frontières qui séparent les deux pays. Donc c'est vrai que ça peut, voilà. Donc
tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut il faut y réfléchir effectivement en amont et prendre une décision de voilà, est-ce qu'on laisse la place éventuellement à des critiques qui peuvent des fois s'exprimer très fortement enfin, au moment même de l'exposition, ou alors est-ce qu'on choisit une autre option? Il y a encore 2 questions. Quel avenir pour une œuvre environnementale une fois qu'elle a été exposée? Se vend-elle sur le marché de l'art? La deuxième question, ces œuvres peuvent-elles évoluer en dehors du contexte et de l'espace pour lesquels elles ont été créées? C'est 2 excellentes questions qui sont vraiment, qui ont été au cœur de nos préoccupations depuis qu'on a créé ce type d'œuvre. Alors sur l'avenir des œuvres environnementales, alors est-ce qu'elles peuvent entrer sur le marché? Bah, oui, de toute façon, puisqu'il s'agit d'une œuvre qui a été créée, ensuite elle a son autonomie, donc elle peut tout à fait circuler. Mais quand c'est des commandes d'œuvres, elles appartiennent à la fondation après, non? Non, alors quand la commande d'œuvre, pour nous, c'est vraiment un soutien aux arts. Enfin, vraiment, pour nous, la pratique de la commande, c'est l'idée de soutenir la création, de soutenir les artistes, et donc on commande les œuvres, on les finance, mais ensuite elles appartiennent aux artistes. D'accord, c'est pas un achat. C'est pas un achat pour la... Non, après, si l'œuvre doit être acquise pour la collection de la Fondation Cartier, elle l'est, mais dans un deuxième temps. D'accord. C'est 2 moments différents. Mais donc, il se trouve que, par exemple, les exemples que j'ai donnés, Exit, l'installation sur les migrations de population, et le Grand Orchestre des Animaux, l'installation de Bernie Krause et de Matthew Clark, ont rejoint la collection a posteriori de la Fondation Cartier. Donc oui, elles peuvent circuler. L'œuvre de Tsai Ko-Kyung aussi, d'ailleurs, a rejoint également la collection. Donc oui, ce sont des œuvres qu'on peut acquérir. Et puis ensuite, sur leur circulation, enfin, c'est une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a certaines œuvres, évidemment, puisqu'elles s'intéressent à des questions, des questions qui sont des enjeux contemporains. Elles peuvent aussi, ou pas, ça dépend, mais elles peuvent être datées aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, elles ont un propos qui appartient à un moment et qui parfois peut aussi être dépassé. C'est le cas, enfin, auquel on a été confronté avec l'installation Exit, qui donc travaillait avec des données chiffrées qu'on a recueillies au moment de l'exposition en 2008, donc qui étaient des données qui dataient qui couvraient une quinzaine d'années, je crois de 1991 à 2007 du coup. Et en fait, très vite après, au bout de 2-3 ans, on s'est dit, OK, bon, bah, c'est bien, on veut continuer à montrer l'œuvre, mais plus le temps passe, plus son actualité s'éloigne, en fait. Et donc, par exemple, en 2015, donc 7 ans après sa création, au moment de la COP 21, qui était organisée à Paris, ça nous a donné une motivation parce qu'on se disait qu'il fallait absolument remontrer cette œuvre au moment de la COP 21. Ce qu'on a fait, on l'a montré au Palais de Tokyo, dans le cadre d'une collaboration avec le Palais de Tokyo. Et ben, on a réactualisé l'œuvre, mais ce qui est, c'est presque comme si on recréait l'œuvre, c'est-à-dire qu'il faut réunir tous les intervenants de l'œuvre, il y avait des infographistes, des sonorisateurs, et récupérer des données, ce qui est le travail le plus gros, et donc des données qui cette fois ont été récupérées elles étaient datées jusqu'à 2014 ou 2015, et donc on a mis à jour l'œuvre. Mais c'est un énorme travail. Mais c'est vrai que voilà, c'est une question qui peut se poser sur ce type d'œuvre qui s'intéresse à des sujets d'actualité. Donc là, c'est une des réponses. L'œuvre de Bernie Krause, ça se pose moins parce que c'est ce qu'on montre dans l'exposition, c'est vraiment voilà, c'est de toute façon d'emblée, on sait que ce sont des territoires sauvages qui, pour la plupart, ont déjà disparu. Au moment où on a créé l'expo, ils avaient déjà disparu. Donc la question n'est pas leur actualité, en fait. C'est de montrer justement ce qui est disparu. Oui, c'est cette connexion au réel qui est compliquée Ouais, dans complètement. dans la durée de vie. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup pour cette deuxième conférence dans le cadre du cycle Le format de l'exposition. On se donne donc tous rendez-vous le 15 avril pour la 3e et dernière intervention. Merci à toutes et tous pour votre présence et pour vos questions. À bientôt. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.